Merci en tout cas, Damien et Hélène, de m'avoir invité. Ça va bien de venir à Bordeaux. En plus, c'est pas très loin de Tours. Bon, 2 heures de train, on a un petit peu chaud, un petit peu plus chaud qu'à Tours, mais je suis quand même content de venir ici. Et donc, moi, je vais vous parler de caractérisation non linéaire, parce que j'ai quand même beaucoup de modèles qu'on utilise, c'est des caractérisations linéaires, c'est une linéarisation sur un point de fonctionnement, et ça permet d'avoir des propriétés simples à mesurer. Donc là, je vais l'illustrer avec des cas qui pourraient paraître très particuliers, qui sont notamment des mesures sur les matériaux ferroélectriques, où on a des fortes non-linéarités, mais j'ai quand même en tête qu'on peut transposer ça à d'autres systèmes, d'autres dispositifs peut-être plus complexes. Ça peut être des MEMS qui ont aussi une réponse non linéaire en fonction du champ appliqué. Et il y a peut-être moyen d'utiliser des signaux parfois plus simples que simplement des excitations sinusoïdales pour tirer plus d'informations. Et il y a la deuxième partie du titre, il y a l'aspect caractérisation au débit, parce que, on va voir petit à petit. Donc nous, on fait des caractérisations au débit parce qu'on veut screener un grand nombre, enfin explorer un grand nombre de compositions. Mais on peut aussi se dire, voilà, j'ai un seul dispositif et je veux récupérer un grand nombre d'informations simultanément et éventuellement en temps réel. Et c'est là que l'aspect au débit peut être important, de ne pas avoir de traitement à faire hors ligne des données, mais d'extraire directement à partir de la mesure des informations qui sont pertinentes. Donc, juste un petit focus sur le laboratoire, c'est pas pour faire plaisir aux directions du laboratoire de la slide institutionnelle, c'est plutôt expliquer pourquoi on s'intéresse au ferroélectrique, au gréement. C'est parce qu'on a 4 équipes et à chaque fois, on a soit des couplages entre différents aspects, donc matériaux ferromagnétiques, ferroélectriques pour la première équipe, magnétoptiques, on a une équipe oxyde qui s'intéresse à la fabrication de ces matériaux, donc soit par SPS notamment, ou par fridage conventionnel pour les céramiques, mais aussi des collègues qui font de la synthèse en couche mince par ablation laser ou par pulvérisation. On a des collègues qui s'intéressent aux dispositifs complets, donc pour les applications ultrasonores. Donc les piézoélectriques sont des très bons clients, ils font aussi des MEMS avec les CMUT. Et la 4e équipe, elle est plutôt sur les aspects de salle blanche, procédés de salle blanche, et on est à mi-chemin entre le dispositif complet du ultrasonore, ça peut être 2 dispositifs microélectroniques, et on a une forte coloration sur la caractérisation. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux ferroélectriques dans le laboratoire, parce qu'ils vont finalement sur les 4 équipes. Donc le plan que je vais suivre, là je vais vous parler un petit peu des ferroélectriques. Donc bon, il m'a fait une bonne introduction ce matin, je vais peut-être pas aller tant dans le détail, je savais qu'il allait passer avant, donc je n'en ai pas trop mis là, mais je vais surtout parler des parois de domaine qui sont des éléments qui sont vraiment importants dans les ferroélectriques parce qu'ils vont avoir une grosse contribution à la permittivité, au coefficient piézoélectrique et à d'autres propriétés. Et on va l'appliquer dans 3 cas. Donc, dans les 2 premiers, je traîne un petit peu, et le 4e, on verra si j'ai le temps ou non. Donc, le premier, c'est augmenter les propriétés piézoélectriques des matériaux en rajoutant des dopants. On l'a vu ici, il y a beaucoup d'exposés là-dessus. La deuxième, c'est une méthode qu'on vient de développer assez récemment, c'est pour faire de la caractérisation au débit, mais des mouvements de parois de domaine donc en temps réel. Et la 4e partie plutôt, c'est on s'intéresse souvent à la première harmonique quand on fait des caractérisations, on excite à une fréquence F0, on mesure à F0, et avec les ferroélectriques, et peut-être avec d'autres matériaux, d'autres dispositifs, on peut aussi regarder ce qui se passe sur les harmoniques de rang supérieur, et donc tirer des informations complémentaires. On verra si on a le temps de passer là-dessus. Alors, les ferroélectriques, d'un point de vue applicatif, ils sont surtout connus pour leur polarisation spontanée. Donc, on a le cycle d'hystérésis qui est bien connu ici. On a une polarisation non nulle à un champ nul. Et surtout, ce qui fait la différence entre un piézoélectrique simplement et un ferroélectrique, c'est que cette polarisation, elle peut être renversée par un champ électrique. C'est vraiment la propriété qu'on a en plus. Alors ça, c'est valable jusqu'à une certaine température TC, qui est la température de Curie. Au-delà, la polarisation s'effondre, on n'a plus de polarisation spontanée. On a généralement des permittivités qui sont assez élevées, plusieurs centaines d'unités. Souvent, ça peut même aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers si on est sur des monocristaux ou sur des couches qui sont épitaxiées. Et ce qui nous intéresse pour les transducteurs, c'est le fort couplage ferroélectrique. Généralement, les bons piézoélectriques sont aussi ferroélectriques. Quand je dis bon, c'est en termes de valeur de coefficient des 3,3, mais par contre, comme leur permittivité est grande, ça peut parfois être ingénieur. Donc, les caractérisations électriques qu'on fait très souvent, c'est une mesure on fait des cycles P2E, donc on applique une tension électrique pour induire un champ électrique, on mesure les charges de chaque côté de notre condensateur, on trace la polarisation en fonction du cycle, en fonction de du champ électrique appliqué, et on a un cycle d'hystérésis.
L'autre mesure qui est souvent faite, ça c'est pour les applications hyperfréquences, notamment sur des condensateurs accordables, on fait une mesure de cycle, on appelle ça des cycles C2V, là c'est plutôt l'aspect applicatif, mais la propriété qu'on regarde, c'est la permittivité diélectrique en fonction du champ. Il y a d'autres affinements de ces mesures-là, donc si on s'intéresse au ferroélectrique, comme on veut vérifier si cette polarisation est stable dans le temps, on peut appliquer deux impulsions positives consécutives. La première va basculer le matériau, la deuxième ne va pas le basculer. Donc on va voir ici que première courbe, on a une forte variation de la polarisation et après on a une variation qui est beaucoup plus faible. Et en faisant la différence entre les deux, on arrive à voir quelle est la contribution de basculement. On le fait dans les deux directions et on extrait vraiment un cycle qui va être bien carré, qui correspond seulement à la partie qui est rémanente. On a d'autres affinements de ces mesures-là. Ça consiste à découper notre cycle polarisation versus champ électrique en une cellule de basculement élémentaire, on appelle ça un hystéron, donc c'est un switch, il y a deux états, avec deux seuils, un seuil croissant, un seuil décroissant, et un cycle total, on peut se dire que c'est un très très grand nombre de cycles. Alors quand je dis un très grand nombre, ça a même une distribution continue, et donc si on se prend ce cycle-là, qui va avoir trois champs de seuil, eh bien on peut le tracer dans un diagramme à deux dimensions, avec sur l'axe des abscisses, le champ de basculement pour les variations croissantes, et sur l'axe des ordonnées, le champ de basculement pour les variations décroissantes. Et si on a des points, donc là c'est des points discrets parce qu'on a des champs qui sont vraiment très droits, mais on peut avoir une distribution, donc des tâches qui sont plus ou moins denses en termes de densité de basculement. Donc si on applique ça à des matériaux avec un cycle assez pas trop carré, mais avec une certaine distribution de choc coercitif, on va avoir une tâche et donc un maximum de densité. Ces méthodes-là, elles peuvent être notamment intéressantes si on a des antiferroélectriques, comme l'a évoqué Brahim ce matin. On a un cycle, donc là c'est du PZO, on a deux boucles de chaque côté, et ça correspond à nos deux tâches ici, dans le triangle supérieur et dans le triangle inférieur. Donc on a des grosses surdensités d'hystérons, et on peut voir qu'on a une polarisation qui est non nulle à 0, alors que pour un purement antiferroélectrique, elle devrait être nulle. Et ça se traduit par une densité d'hystérons supplémentaire ici, qui correspond à une phase ferroélectrique. Donc, avec ces méthodes-là, on peut discriminer plusieurs phases dans le matériau. On peut avoir éventuellement des couplages entre les phases ferroélectriques et antiferroélectriques. Mais le problème de ces méthodes-là, c'est que c'est des méthodes qui sont dites à fort champ, donc on va devoir passer le champ coercitif pour pouvoir faire des mesures. Et donc, si on a des matériaux qui sont fragiles, eh bien, on les cycle. Ça veut dire qu'on va éventuellement ne pas mesurer les mêmes propriétés, enfin mesurer les propriétés d'un matériau qui va être un peu plus âgé à chaque fois. Donc, on n'est pas trop sûr de la mesure qu'on fait. Donc, après, on doit aussi éviter à tout prix la cassure diélectrique. Il ne faut pas que ça claque. Et on va changer la configuration en domaine. Donc ça peut être intéressant si on veut vraiment imposer une configuration en domaine donné. Par contre, si on veut juste venir sonder la configuration en domaine à un état A et ne pas la toucher, bah ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, il faut qu'on se place à des champs plus petits que le champ coercitif. Et il y a une méthode pour pouvoir faire ça, c'est d'utiliser la loi de Rayleigh. Donc, à la base, c'est tiré des ferromagnétiques. C'est quand on a une structure en domaine, donc on va avoir la polarisation dans différentes directions, et entre chaque domaine ferroélectrique, la polarisation ne passe pas brutalement d'une direction A à une direction B. On va avoir une variation progressive, selon la forme de la variation, si c'est une rotation dans le plan, hors du plan, ou si c'est simplement une diminution du module, ça va être différents types de parois. Donc pour les ferromagnétiques, on a ça, on a des parois de Bloch, de Néel, de Ising. Pour les ferroélectriques, on va avoir simplement une variation de module entre deux domaines. Sauf si c'est des domaines à 90 degrés, bon là on peut avoir en même temps une rotation. Mais si on a des domaines dans notre matériau, et des parois de domaine, quand on va appliquer un champ électrique, même en dessous du champ coercitif, eh bien, comme on a une grande distribution de profondeur des défauts, même un petit champ, localement, il va pouvoir modifier un peu la position de la paroi. Et lorsqu'on fait ça, si on trace la permittivité diélectrique en fonction du champ alternatif, pour un matériau linéaire, on va avoir une permittivité constante, et quand on a un matériau ferroélectrique avec des parois dedans, eh bien, on va avoir une augmentation qui est linéaire. Ça veut dire que on a une réponse qui est finalement non linéaire, parce que la permittivité, si on la mesure à très faible champ, ou à un champ un petit peu plus élevé, tout en restant en dessous du champ coercitif, elle va être différente. Donc ça, d'un point de vue applicatif, ça peut être gênant. Ça veut dire que si on a mesuré notre matériau dans une condition donnée, il n'y aura pas forcément toujours la même permittivité. Par contre, d'un point de vue caractérisation du matériau, c'est extrêmement intéressant. On peut savoir si on a des
parois de domaine dans un matériau. Et surtout, la pente, donc c'est le paramètre alpha, c'est le paramètre d'heure, cette pente-là est proportionnelle à la mobilité des parois et à la densité. C'est-à-dire que plus on a de parois, plus elles sont mobiles, plus on va avoir une pente qui va être grande. Et puis c'est des variations qui sont quand même significatives. Là, c'est une couche mince, on applique seulement 1 volt. On a une permittivité qui passe d'environ 940 unités à plus de 1100 unités. Donc c'est des variations de l'ordre de plus. Ça peut être plusieurs dizaines de pourcents de variations. Il y a d'autres extensions. Donc, quand on est à très faible champ, on va plutôt avoir principalement de la vibration. Ça veut dire que notre paroi, elle ne va pas pouvoir aller sur un site d'accrochage à un autre. Elle va rester vibrer dans son pic potentiel. Et là, c'est seulement proportionnel à la densité de paroi. Dans un matériau réel, on a un grand nombre de parois, on a un grand nombre de profondeurs de défaut, et donc on a une loi moyenne entre les deux. C'est une extension de la loi de Rayleigh, on appelle ça la loi hyperbolique. Et donc, on peut décorréler la densité de paroi et leur mobilité en mesurant ces deux coefficients. Donc, ce qu'on fait simplement quand on veut mesurer ça, on fait une mesure d'impédance, on fait varier l'amplitude alternative du signal et on récupère les points derrière et on fait un ajustement. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder les mouvements de parois de domaine? Donc déjà, d'un point de vue sciences fondamentales, avoir une idée de la densité de parois, la mobilité des parois, c'est vraiment intéressant. Pour comprendre ce qui se passe, est-ce que quand je change ma température ou si j'applique des champs, qu'est-ce que j'ai comme réponse au niveau des parois de domaine? D'un point de vue applicatif, eh bien, ça contribue à la piézoélectricité. C'est ce qui nous intéresse ici, mais ça contribue aussi à très haute fréquence, typiquement même à quelques gigahertz sur des condensateurs ferroélectriques, ça contribue encore. Et dans le cas des couches minces, des céramiques avec des grains assez fins, même au-delà de la température de Curie, eh bien, ça peut contribuer. Ça veut dire que même si on pense être en phase paraélectrique, être tranquille avec les parois de domaine, on peut encore avoir des parois de domaine qui restent, avec notamment des régions nanopolaires. Et pour les relaxeurs aussi, ça contribue. L'intérêt de la mesure électrique, c'est que c'est assez rapide par rapport à des mesures à AFM ou TEM. Alors l'avantage de l'AFM et du TEM, c'est qu'on va venir vraiment voir la forme des domaines, on va pouvoir les compter. Par contre, l'AFM, c'est assez long à mettre en œuvre. Le TEM, il faut quand même de la préparation, il faut faire des lamelles, donc c'est quand même un métier. Donc, la mesure électrique ne va pas venir remplacer ça, elle est vraiment complémentaire parce que c'est un peu plus rapide. On peut aussi faire des cartographies, c'est ce qu'on va voir juste après, en utilisant des stations sous pointe automatisées. Et c'est une mesure qui est proche du dispositif final. Ça veut dire que si on a fabriqué notre condensateur ferroélectrique, on y a mis des condensateurs, des électrodes pour prendre un condensateur, il est intégré dans un dispositif, et bien on n'a pas besoin de venir faire une lame TEM pour voir la structure en domaine. On peut le faire, ces mesures-là, inopérantes. Donc, pour la première étude, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait du dopage de BCTZ avec de l'yttrium, et en quoi les mouvements de parois de domaine, donc les mesures non linéaires, vont nous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que l'yttrium fait dans le BCTZ. Donc avant ça, juste un petit point sur comment on élabore les échantillons. Donc ça, c'est une manip qui a été mise au point par Jérôme Wolfman il y a une quinzaine d'années à Tours. C'est traditionnellement, quand on fait des dépôts de couches minces, on a une composition qu'on cherche à avoir homogène sur l'échantillon, et comme ça, on a un échantillon, ça nous donne une seule composition. On peut venir mettre des électrodes au-dessus, en dessous, on fait nos mesures. Sauf que si on veut explorer un diagramme ternaire, donc pour faire de la découverte de nouveaux matériaux, il faut faire n échantillons pour avoir n compositions. Là, le but, c'est d'utiliser un masque. Donc, on va venir mettre notre substrat en face de notre cible. On va venir faire l'ablation. On va venir mettre un masque qui va venir occulter progressivement la cible. Et donc, on va pouvoir localiser le dépôt uniquement sur une partie du substrat. Ça veut dire qu'on va faire quelques mailles atomiques. Au lieu d'avoir une couche homogène en épaisseur, on aura seulement une rampe. Après, on va venir, avec une autre cible, déposer le complément. Donc, on va faire d'une partie de l'échantillon. Si je suis tout à gauche, je vais avoir 100% du matériau A. À droite, je vais avoir 100% du matériau B. Et entre les deux, je vais avoir un continuum de composition. Et je peux éventuellement mettre un troisième matériau dessus pour se déplacer dans un diagramme ternaire. L'intérêt, c'est que pour un seul échantillon, eh bien, j'ai toute une ligne dans mon diagramme, donc je divise par un facteur très important le nombre d'échantillons que je dois faire. Et je peux même explorer les diagrammes ternaires en faisant 2 ou 3 échantillons. J'ai déjà quelques lignes, je peux éventuellement les croiser pour avoir un peu de redondance. L'intérêt, c'est que l'échantillon, il a été posé vraiment dans les mêmes conditions de pression, avec la cible exactement avec le même vieillissement, parce que si je fais 10 échantillons consécutifs qui me disent que ma cible elle n'a pas vieilli entre-temps, enfin, il y a toutes ces histoires de reproductibilité, alors que là, on est beaucoup plus sûr de ce qu'on fait.
moins quand on compare une ligne. Et donc, pour ça, après, donc là, c'est en train d'être mis en place, c'est un XPS pour pouvoir analyser la composition au fur et à mesure dans la chambre. Mais l'intérêt, c'est qu'un échantillon, on fait des électrodes dessus pour pouvoir faire nos mesures. Et en fonction de la position sur l'échantillon, on a accès à des différentes. Pourquoi on étudie le BCTZ? Parce qu'on n'est pas les premiers à faire ça, c'est sûr, mais ce qui se passe, c'est que la composition BCTZ 50-50, elle est proche d'une zone de convergence de phase. Ça veut dire qu'à température ambiante, en appliquant des petits stimuli, soit électriques, soit à des petits changements de température, on va pouvoir avoir une grande coexistence de phase. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir on va avoir la polarisation qui va pouvoir pivoter très facilement, et ça nous donne des forts coefficients piézoélectriques. Le petit inconvénient de BCTZ, c'est que sa température de Curie, elle est assez faible. Elle est autour un petit peu en dessous de 100 degrés, ça va dépendre de quelle composition. Et donc là, le but, c'est de doper le matériau avec soit du cérium, soit de l'yttrium. Donc l'étude que je présente ici, c'est l'yttrium, parce que le cérium, il est intéressant, il augmente le coefficient piézo, mais au niveau de la température de Curie, on ne gagne rien. Si on met de l'yttrium, a priori, on peut gagner aussi bien en coefficient piézo qu'en température de Curie. Et on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans la littérature, c'est que vraiment des petits taux de dopants sur BCTZ, comme on est proche de la zone de convergence de phase, on va venir perturber fortement la structure du matériau en différentes phases. Et donc, il faut qu'on aille chercher vraiment des compositions avec quelques pouillèmes, quelques fractions de pourcents, parce que on le voit ici même sur les céramiques, les compositions optimales c'est autour de 0,05, 0,02%. Donc, c'est vraiment des taux qui sont très faibles. Et de refaire ces échantillons-là avec des synthèses conventionnelles, c'est pas forcément évident, alors qu'avec la synthèse combinatoire, on va avoir toute une ligne dans le diagramme. On va aller de l'échantillon non dopé à l'échantillon avec un dopage de quelques pourcents ou en dessous, et on va avoir tous les échantillons qu'on veut. Donc s'il y a un maximum, déjà, espérons qu'il ne soit pas super aigu, on devrait quand même pouvoir le suivre. Donc, avant de faire un échantillon dopé, on s'est quand même dit, bon, on va faire un échantillon non dopé pour voir si on est quand même homogène lors du dépôt. Donc, les échantillons qu'on a, ils font 1 cm par 1 cm, c'est assez petit, mais on dépose un grand nombre d'électrodes dessus. On vient avec notre station de pointe mesurer toutes les électrodes, donc aussi bien en polarisation ou en déplacement, et on voit que sur tout l'échantillon, c'est plutôt homogène. Alors, on a les barres d'erreur qu'on a en déplacement, c'est qu'on a fait le test, on pose 10 fois la pointe sur une même électrode. Et comme c'est des mesures optiques, il suffit que la réflectivité change un petit peu, etc. On a une petite incertitude de quelques picomètres par volt. Ces barres d'erreur-là, c'est plus cet ordre de grandeur-là. Mais ça correspond plus ou moins à ce qu'on a comme incertitude, comme dispersion qu'on a sur l'échantillon. Donc, OK. On a 40 picomètres par volt, donc pour des couches de 400 nanomètres. C'est plutôt honnête. Et on a après fait notre échantillon dopé. Donc, d'un côté de l'échantillon, j'ai pas d'yttrium, j'ai fait passer mon masque, de l'autre côté, j'en ai un petit peu plus. Quand on regarde les diagrammes de diffraction, donc on a notre pic de substrat qui est bien toujours au même endroit, et on voit ici, donc notre pic de BCTZ, il va progressivement se décaler. Ça veut dire que quand je vais rajouter un petit peu d'yttrium, je vais modifier mon paramètre de maille. Ça veut dire qu'on peut suivre sur quel site, normalement, l'yttrium se met, en regardant le niveau des rayons atomiques. Mais le problème, c'est que si on regarde le paramètre, alors, je pense que ça allait mieux se voir. Ici, il y a une ligne tout en bas du diagramme qui correspond au paramètre de maille moyen pour l'échantillon non dopé. Même quand je le mets au bord de l'échantillon, je n'atteins pas ce paramètre de maille nominal. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que même si on met un masque, comme on émet des très petites quantités de dopants, en fait, on va quand même avoir une petite partie du dopant, du BCTZ dopé qui va aller en dessous du masque. Et donc, finalement, on voit ça comme un intérêt parce qu'on arrive à atteindre des taux vraiment très faibles de dopage, alors que même en mettant un masque même plus loin, on n'arriverait pas à le faire. Et ce que ça nous dit surtout, donc, sur l'échantillon non dopé, on a du mal à atteindre la composition, sur l'échantillon dopé, sur les forts dopages, on pense qu'on a le bon taux. Par contre, sur les faibles dopages, on va toujours avoir un tout petit peu d'yttrium. Et ce qu'on va utiliser comme métrique pour voir où est-ce qu'on est sur l'échantillon en fonction du dopage, on ne va plus utiliser la position parce qu'on ne peut pas faire confiance, c'est ce qu'on n'a vraiment pas de dopant. On va plutôt tout tracer en fonction du paramètre de maille. Et
ça, c'est vraiment un critère qui est important parce que si le paramètre de maille a bougé, a priori, c'est qu'on a modifié la composition du matériau. Donc, si on regarde la caractérisation diélectrique, donc, on a dit, bon, pour trouver la température de Curie sur un ferroélectrique, on mesure la permittivité en fonction, une des méthodes, on mesure la permittivité en fonction de la température. Si j'ai un maximum, c'est que je suis à la température de Curie. Alors là, bon, ceux qui font des couches minces, ça les choque pas trop. On a des maxima qui sont vraiment très étalés. Bon, ceux qui font des monocristaux, je pense que vous avez peur, parce que d'habitude, sur les monocristaux, on a des pics qui sont très, très étroits. Mais c'est plutôt normal. On a des couches qui sont assez fines, donc on a des contraintes des substrats, c'est polycristallin. Donc, quand on ne dope pas, on a bien autour de, là, on est à 60-70 degrés Celsius de température de Curie. Et dès qu'on met du dopant, de l'yttrium, on voit que ça change extrêmement vite. Même à 2% d'yttrium, on ne peut plus voir avec notre setup expérimental la température de Curie. On a vraiment dépassé. Au final, on voit que dès qu'on rajoute de l'yttrium, on modifie fortement la température de Curie. Et nous, on veut travailler en dessous de la température de Curie, donc on sent bien qu'il ne faudra pas en mettre trop d'yttrium pour pouvoir avoir un dispositif qui fonctionne. Et si on trace notre Tmax en fonction du paramètre de maille, et bien on voit que finalement ça ressemble, est-ce que c'est une droite, est-ce qu'il y a un plateau à un moment, mais on a quand même une tendance qui se dessine, et on voit qu'il nous manque, même en mettant le masque assez loin, il nous manque encore quelques points à dopage extrêmement faible. Bon, ce qui nous intéressait, c'était de faire des matériaux piézoélectriques. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les matériaux, sur l'aspect ferroélectrique et piézoélectrique? Dès qu'on rajoute un petit peu d'yttrium, donc la tache en bleu à gauche des graphes, c'est l'échantillon non dopé, on a une certaine dispersion. Et en orange, c'est tout le long de l'échantillon qui est dopé. Donc, on voit qu'on a toujours un petit gap en paramètre de maille. Par contre, dès qu'on met une très faible quantité d'yttrium, on a une forte augmentation de la polarisation à maximum, donc autour de plus de 20%. Par contre, au niveau du coefficient piézoélectrique, on a une augmentation, on n'a pas tout à fait un facteur 2, donc on gagne quasiment 75%. Ça veut dire que vraiment une toute petite quantité de dopant dans BCTZ, qui est un matériau où on a une forte résistance de phase, on va fortement affecter les propriétés. Et c'est là qu'on a un grand intérêt d'utiliser les méthodes combinatoires. Donc on produit un grand nombre de données pour pouvoir, où est-ce qu'on se place. Alors, on voit que ça diminue la polarisation et les 3-3, oui, parce qu'on a vu tout à l'heure, quand on augmentait la quantité d'yttrium, eh bien, on va se placer de plus en plus dans la phase paraélectrique. Et donc, on a un compromis à trouver entre, on augmente un peu les propriétés piézoélectriques et rester dans la phase ferroélectrique. La question, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a une augmentation des propriétés ferroélectriques? Bon, là, on ne voit pas, on a une plus grande polarisation, mais on ne sait pas trop où il est. Donc, c'est là qu'on va refaire appel à nos mesures de loi de Rayleigh. Et donc, on a mesuré en fonction de la position la permittivité. Donc là, on réduit juste l'écart en permittivité, c'est un peu plus facile à voir. Donc, on voit la courbe en pointillé noir, c'est l'échantillon non dopé. Donc, on a une certaine augmentation de la permittivité en fonction du champ, qui nous donne un paramètre alpha, donc une pente, une certaine information sur les mouvements de parois de domaine. Et dès qu'on rajoute un petit peu d'yttrium, on voit que cette pente, elle est plus grande. Donc ça correspond finalement on a bien un comportement qui est plus ferroélectrique. Donc pour le moment, on ne sait pas encore trop si c'est une meilleure mobilité des parois ou un plus grand nombre de parois de domaine. Là, on a encore des études à faire dessus. Par contre, on voit que les contributions des parois sont augmentées dans ce matériau-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la Tmax change, et donc finalement, je deviens de plus en plus paraélectrique quand j'augmente la quantité d'yttrium, et bien la non-linéarité diminue. Bah oui, j'ai plus de parois parce que je suis en phase paraélectrique. On peut quand même voir que si on trace en fonction de la température, ma Tmax est autour de 330 K. Même au-delà de ma Tmax, j'ai encore un petit peu de parois qui contribuent, parce que je peux avoir des régions monopolaires, et BCTZ qui peut être relaxé dans certains cas. Mais si je normalise toutes ces courbes par rapport à la Tmax, si je les recentre par rapport à la température ou ma permittivité maximale, et bien ce qui est intéressant, c'est que ma courbe en noir, ici, c'est mon matériau qui est non dopé, et plus je dope en yttrium, donc ok, je diminue ma température de Curie. Par contre, j'augmente ma contribution des parois de domaine à cette température-là. Et donc, ça veut dire qu'a priori, dans cette gamme-là, pour des petites quantités d'yttrium, l'yttrium va vraiment favoriser la mobilité des parois de domaine. Alors, bien entendu, on pourrait pouvoir favoriser cette mobilité, mais maintenir quand même la température de Curie. Il faut peut-être mettre d'autres dopants, il faut peut-être avoir d'autres stratégies, mais en tout cas, la morale de cette partie-là, c'est
grâce à l'aspect combinatoire et surtout avec des mesures non linéaires, on arrive à aller plus finement dans le matériau, à comprendre ce qui se passe et ça nous donne des clés pour la suite sur qu'est-ce qu'on doit augmenter. Ouais, je pense que j'aurai le temps de faire que la deuxième partie. Donc, la suite, c'est d'explorer d'autres dopants et après traiter ça vraiment avec des plus grands volumes de données. Donc, on peut combiner aussi plusieurs dopants, plusieurs épaisseurs sur le même échantillon. La deuxième partie, donc là, la mesure que je vous ai présentée jusqu'à présent, c'est la mesure des parois de domaine. Donc, elle prend un petit peu de temps et récemment, on s'est posé la question de parfois capturer des phénomènes transitoires. On met des impulsions électriques, notamment pour les aspects neuromorphiques, on va appliquer des pulses et aller voir dans le temps est-ce que la réponse est durable ou non. Et c'est de voir est-ce que je peux faire une mesure de mouvement de paroi de domaine extrêmement rapide. Donc, les mesures que j'ai présentées jusqu'à présent, comment on fait? On mesure la permittivité, on fabrique un condensateur, on mesure l'impédance et après on peut calculer la permittivité avec la formule du condensateur plan, mais je la mesure à une tension AC donnée, j'attends un certain temps de stabilisation, je sauvegarde mon point, j'augmente la tension AC et ainsi de suite. Et ça prend quand même un certain temps parce que si je veux 50 points en VAC, il faut que je fasse 50 fois la mesure. On ne le fait pas à la main, c'est automatisé. Mais l'acquisition complète prend une dizaine de secondes. Ça veut dire que sur mon échantillon tout à l'heure où j'ai mis 350 électrodes, 10 secondes, ça prend quasiment 1 heure par température. Là, vous avez les mesures que vous avez présentées, on a quasiment 30 ou 40 températures. Bon, ça prend 2 jours pour avoir la carte. C'est pas grave. Par contre, si je veux capturer des phénomènes transitoires, je mets une impulsion et je vois au bout de combien de temps la structure en domaine elle évolue. C'est pas raisonnable. 10 secondes de mesure, on pourrait capter des phénomènes qui sont seulement plusieurs minutes. Donc, l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'elle est extrêmement facile à implémenter. Si vous avez un analyseur d'impédance au labo, vous pouvez le faire, ça fonctionne. Par contre, c'est des mesures statiques. Et surtout, le point qu'on ne dit pas, c'est que il y a l'aspect au débit, le fichier complet pour les cartons en température. Bon, ça fera rire les personnes qui font une seringue trop rond, mais c'est quelques centaines de mégas. Et après, il faut faire l'ajustement de toutes ces données, il faut le faire hors ligne. Ça mange un petit peu de temps de CPU et de mémoire. Ceux qui font des grands instruments, ça les fait rire, quelques centaines de mégas. Et nous, on veut le faire sur beaucoup de compositions et le faire en fonction du temps. Donc le but, c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite et surtout faire le traitement des données en flux continu. Donc, pour ceux qui ont fait un petit peu de traitement du signal, on se dit, moi, je dois faire varier l'amplitude de mon signal en fonction du temps pour pouvoir mesurer ma permittivité en fonction du temps. Bon, on a ça, c'est les signaux modulés en amplitude. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une porteuse, c'est la fréquence à laquelle on va venir faire notre mesure. C'est la fréquence de notre signal assez d'avant, et on va venir faire varier au cours du temps son amplitude. Donc ça, c'est facile. Alors, faut des équipements de particulier, mais si on regarde la courbe donc ça, c'est l'enveloppe du signal appliqué, on a bien une enveloppe qui change. Et si on regarde la permittivité, eh bien, elle varie en fonction du temps. Ça veut dire que ce qui nous limitait avant, ce n'était pas le matériau qui réagissait pas vite, c'était vraiment notre mesure qui était trop lente. Si on fait la mesure rapidement, là, on l'a fait quasiment à 100 Hz, ça veut dire que la permittivité, elle suit l'enveloppe du signal qu'on applique. Donc, si on capture suffisamment de points en fonction du temps, on peut voir qu'on arrive à avoir une courbe comme avant avec plein de points. On peut faire notre ajustement. Par contre, si on veut monter plus haut en fréquence, là, on est à droite, on est à 1 kHz, on est limité par la fréquence d'échantillonnage de notre appareil. On n'a pas assez de points. On peut faire encore un ajustement, et je pense qu'on ne pourra pas augmenter beaucoup plus la fréquence. Donc, si on regarde que l'extraction, on fait l'extraction pareil, on trace la permittivité en fonction du champ et on fait notre ajustement linéaire. Donc on retrouve le point noir à la gauche, c'est la valeur statique qu'on mesure avec la mesure classique, et la courbe en orange, c'est si je module plus ou moins vite mon signal. Donc je retrouve des valeurs qui sont quand même très proches, ça diminue un peu en fréquence pour le paramètre alpha, mais c'est très raisonnable, sachant que nous après, la valeur absolue de ce paramètre-là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt comment est-ce qu'il varie dans le temps. Donc, l'intérêt, c'est que là, on va 10 puissance 4 fois plus vite. Au lieu de faire une acquisition en 10 secondes, on la mesure en 1 milliseconde, c'est déjà pas mal. Ça permet de capturer des transients lors de la dizaine de millisecondes. Par contre, il faut quand même des équipements particuliers. Les analyseurs d'impédance classiques ne le font pas, mais on a trouvé ce qu'on voulait avec des
et des lock-in. Et par contre, là, comme on va produire beaucoup plus de données, au lieu de mesurer un point toutes les 10 secondes, on va mesurer un point toutes les millisecondes, bah, il faut faire l'ajustement de ces données-là. Et donc là, le poids des fichiers, il explose. Pour une condition, ça devient plusieurs dizaines de mégas. Et en plus, bon, si on voulait aller encore plus loin, on est vraiment limité par l'appareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser. Donc, je ne vais pas donner, je ne sais pas trop si j'allais avoir les électroniciens en face de moi ou non, donc regardez pas le schéma. Hein. Ce qu'on va faire, c'est plutôt de traiter le signal dans le domaine temporel, on va le traiter dans le domaine fréquentiel. On a un signal modulé d'amplitude, donc on a des sidebands de chaque côté. Notre capacité, elle change en fonction du temps. Et donc, plutôt que de regarder le signal en fonction du temps, je vais plutôt regarder en fréquence. Et mesurer des signaux en fréquence, on peut aller beaucoup plus vite. En fait. Il suffit d'avoir un filtre très sélectif autour de la fréquence qui nous intéresse. Je mesure les amplitudes. Et donc, on ne va pas faire un filtre, on va simplement mesurer l'amplitude des composantes de chaque côté et faire des rapports. Et donc, au lieu de stocker 100 points à chaque fois par courbe, on n'aura que 2 points à stocker, que les amplitudes de nos sidebars. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite, on peut moduler à plusieurs centaines de kilohertz. Ça veut dire qu'on peut avoir une acquisition toutes les 2 microsecondes. Et donc là, on peut aller vraiment très vite. On peut vraiment suivre des évolutions de parois de domaine en fonction du temps. Par contre, il faut quand même des équipements assez particuliers, où il y a un peu de travail d'instrumentation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a étudié 2 échantillons. Il y a des collègues du C2N qui nous envoyaient un PZT avec un cycle bien carré. On a un BCT aussi, qui a un cycle qu'on appelle pincé, donc qui ressemble un petit peu à un antiferroélectrique. Il a une polarisation proche de 0 et il a des cycles qui s'ouvrent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué des pulses, comme on fait du SSPFM, si les mecs qui font un peu de ça, ou c'est la même impulsion quand on fait du neuromorphique, on met une impulsion, on regarde après hors champ, qu'est-ce qu'on a comme réponse. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, c'est directement les coefficients qu'on a extraits. Donc, la partie réversible, c'est la partie de la maille, du matériau, et le alpha, on l'a directement en fonction du temps, c'est la contribution des parois de données. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand on applique nos pulses, donc pendant la pulse, on a une permittivité qui diminue, une densité de parois aussi qui diminue, et on voit qu'on a des transients qu'on arrive à suivre. Si on regarde près du champ coercitif, on voit que quand on applique des pulses, la permittivité et la contribution des parois augmentent, c'est-à-dire qu'on a plus de parois. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit donc l'évolution des parois de domaine, elle est vraiment extrêmement rapide. On est vraiment limité par l'appareil qu'on a, par le temps d'établissement des filtres qu'on utilise. Ça veut dire qu'on peut vraiment suivre des évolutions très rapides des mouvements de parois de domaine. Et à forte chance, ce qu'on peut voir, c'est que quand on relâche la tension, eh bien, on a juste après la pulse, on a une très grande densité de parois, et en fonction du temps, ça va décroître. Et ça, c'est des aspects qu'on ne pouvait pas voir avant, parce que la durée des pulses, c'est un petit peu moins que 100 millisecondes. Ça veut dire que sur ces 100 millisecondes, il nous faut quand même suffisamment de points pour pouvoir suivre les évolutions des parois de domaine. Donc, si on trace les cycles, ça vous dit peut-être plus quelque chose en fonction du champ électrique qu'on applique. Donc, on a des cycles qui ressemblent à des cycles C de V. Donc, lorsqu'on applique une tension pour les 2 échantillons, on va venir réorienter nos domaines. Si tous nos domaines sont dans la même direction, on n'a plus de parois. Donc, le alpha, il tend bien vers 0. Et par contre, là, on n'a pas de grosse différence entre les 2 échantillons. À la différence près, pour le BCT, on a une réponse qui est pincée. Donc, on a plusieurs maxima en mouvement de parois de domaine et en contribution de la maille. Mais globalement, on tend vers 0 dans les 2. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on lâche le champ, eh bien, on voit que notre PZT, eh bien, si j'applique une tension suffisamment grande, je vais orienter tous mes domaines. Par contre, si je suis juste avant le champ coercitif ou juste au niveau du champ coercitif, je vais pouvoir accéder à toutes les configurations intermédiaires. Je vais avoir la moitié qui sera vers le haut, la moitié qui sera vers le bas, avec une certaine fractalité, si on veut, de notre échantillon. Et donc, on voit qu'au niveau des champs coercitifs, donc là, c'est des mesures qui ne sont pas... J'ai enlevé le champ, hein, c'est vraiment à 0. Eh bien, je peux voir la structure en domaine hors champ. Ça veut dire que si je veux faire des applications, il me faut beaucoup de parois de domaine après une pulse, il faut me mettre à 100 kV par centimètre, juste ici. Ou si je veux revenir dans une configuration monodomaine, eh bien, il faut que j'applique une tension. Mais je ne reviens pas tout à fait monodomaine. Le matériau, il relaxe peut-être un petit peu. Il me reste. Ouais, 2 minutes. Quoi. Et sur le BCT, donc on a vu qu'on avait des transients, ou des réponses transitoires, et donc on voit que juste après la pulse, quelques dizaines de microsecondes après, eh j'ai une très très grande
contribution des parois de domaine, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de domaines qui sont très petits, avec beaucoup de parois, donc qui contribuent à la connectivité. Et ne serait-ce que quelques dizaines de millisecondes après, eh bien, mes domaines ils vont retrouver une configuration qui sera plus favorable énergiquement, donc il y aura des grands domaines et beaucoup moins de parois, et on a même jusqu'à 20 secondes, on voit des transitions. Si on trace ça un peu différemment, j'ai pris ma dernière valeur, je la trace en fonction du temps, eh bien, je peux explorer des transitoires de quelques dizaines, centaines de microsecondes jusqu'à plusieurs dizaines de secondes. Et même si les fichiers, là, ils sont un peu gros, ils sont toujours moins gros que si j'avais fait des cycles extrêmement rapides. Bon, je vais passer tout de suite à la conclusion, l'aspect matériau, peut-être moins le cœur du sujet. Même si là, ça s'applique vraiment à des matériaux ferroélectriques qui sont particuliers, moi, je pense quand même que ces mesures non linéaires, donc en utilisant des excitations qui ne sont pas sinusoïdales, qui varient dans le temps, ça peut s'appliquer à des MEMS, à des CMUT, à tout un tas de matériaux. Il suffit de connaître la loi entre la réponse que j'ai et ce que je mesure. Donc, il faut des réponses pas trop compliquées. Là, c'est juste linéaire, il y a déjà un peu de calcul. Juste avant, enfin, tout au début, je vous ai parlé de la loi hyperbolique où c'est une hyperbole. Là, on dit calculatoire, c'est l'enfer parce qu'on met un sinus dans une racine, et là, on s'en sort pas, il y a un grand nombre d'harmoniques, c'est l'enfer. Donc, il faut quand même linéariser autour d'un point de fonctionnement, mais on peut quand même accéder à des informations complémentaires qu'on ne pourrait pas avoir avant. Donc, c'est en ça que c'est vraiment une cassure dans la façon de faire ces mesures-là. Et bien sûr, on va essayer d'aller voir d'autres matériaux, d'autres compositions. Le but est aussi de voir ce qu'on peut faire si on fait des mesures sous éclairement ou en fonction de la température et de coupler ça avec d'autres techniques, typiquement la piézo, des mesures par AFM pour voir les structures en domaine. Est-ce que ce qu'on mesure, c'est pas autre chose, et de la diffraction et puis éventuellement d'autres dispositifs. Donc, je vais passer directement à la diapo de remercier les collègues parce que faire des échantillons, ça prend un petit peu de temps quand même. Il y a le process salle blanche et puis il y a quand même le financement de ces projets-là qui est quand même. Merci. Merci Kevin, très intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Thank for your presentation. I have two questions. The first is for the release measurement. Which one? Release. Yes. The release measurement. Because you can get the release measure, the values and some of the coefficients, and can we use this value to predict the whole samples or not? To predict the next sample? Predict the sample, because we need to do some polarization for the sample. But always we get the release coefficients before the polarization. So can we use the release the? Yes, there are some paper. They measure the Rayleigh coefficient before polling. They do different polling configuration or polling excitation, for example DC or AC or pulsed, and they monitor the Rayleigh coefficient, the slope, to have an indicator of the domain configuration, if it is more monodomain or with a large number of domain. If you apply, if you call ceramic, you have a huge change of the Rayleigh coefficient. Yes. And this idea is divides irreversible and reversible part. Yes. And if we increase the temperature, change about the reversible. Yes, you can measure both coefficients of the reversible part of domain wall motion. It is an indicator of the domain wall density, but it is also dependent on the saturation polarization. So I cannot say, okay, if the vibration part is 2 times, you have exactly 2 times more domain wall. Okay. I will not say that it is. You can use to have an indicator, but it is not direct conversion. And it has the application for it because I found the curve of the P loops is always very shrink. It means that yes, it looks like the hard PCT material. So and also think about it has some limitation about the application.
can we use it for the soft PZT or just for the? No, you can use for any material. It can use for relaxor too. This is the part I skip. If you take a look at the harmonics, you can also have information if you follow the Rayleigh law or not. You have indicator. There are a lot of work of Moisa Otonikar on that because I present the result on dielectric permittivity, but you can also measure it on piezoelectric coefficient. So you can plot Rayleigh law for piezoelectric coefficient. You will have the initial value, which is due to the lattice, and the piezoelectric coefficient increase if you increase the AC field. Thanks. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Pour la caractérisation de la polarisation, est-ce que c'est possible de la faire en temps réel pour des applications type estimation? Les mesures ça va dépendre à laquelle fréquence tu veux la faire. Typiquement, ça se fait à 1 kHz, mais donc si tu mesures la cycle de polarisation, tu peux avoir 1 milliseconde typiquement. Après, si ton échantillon il a changé entre temps, enfin si ton stimuli est très rapide, il faut que la durée pendant laquelle tu fais la mesure, il ne faut pas que ton échantillon il ait changé. C'est là où si tu veux suivre des événements qui sont rapides, sinon tu vas pas revenir au même endroit dans ton cycle, parce qu'il aura changé entre-temps. Et c'est le problème des mesures. En plus, tu vas basculer ta structure en domaine. Donc, si c'est un actuateur ou autre, ça va bouger. C'est pour ça qu'on développe des mesures qui sont... Ça reste petit signal. On mesure des non-linéarités, mais qui sont à des tensions faibles. Là, c'est 0,5 volts, typiquement, sur les couches minces, les tensions qu'on applique, alors que pour le faire basculer, l'échantillon, il faut 4 ou 5 volts. Ça veut dire qu'on reste quand même, c'est pas négligeable, mais c'est petit devant le champ coercitif. Oui, Cathy. Merci. C'est une question. Alors moi, je reviens sur le dopage à l'yttrium. Ouais. Est-ce que c'est des couches polycristallines? Ouais, c'est polycristallin. Alors, c'est quand même assez texturé. C'est assez colonnaire. Mais est-ce que vous regardez un petit peu l'effet de l'yttrium sur la microstructure? Est-ce que ça peut impacter? Est-ce qu'il ne se met pas au joint de grain à un certain moment? On a des collègues qui nous ont fait les cibles, on les fait à la maison. Ils sont un peu crisés quand ils ont fait l'yttrium parce qu'ils se mettaient au joint de grain. C'était l'enfer. Il ségrège. Il y a une grosse ségrégation. Après, là, le dépôt par PLV, c'est hors équilibre. C'est-à-dire qu'on va mettre des pulses laser sur une cible et quand ça dépose, même avec des cibles qui ne sont pas tout à fait homogènes, on arrive quand même à avoir des couches homogènes. On ne voit pas l'yttrium. Il y a bien une compensation de charge. Ah oui, alors par contre, l'yttrium, il est en substitution. Il est en substitution du titane et du zirconium. Donc 4+, 3+. Ouais, mais en fait, là, ce que je ne présente pas, c'est que dès qu'on a. Alors, on travaille aussi là-dessus, mais le BCTZ non dopé, on doit avoir un tout petit peu de lacune d'oxygène. Et vraiment, il fuit un petit peu à forte tension. Et dès qu'on a dans la zircone, il est utilisé pour justement générer de la lacune d'oxygène et stabiliser des phases. Donc, en fait, la question, c'était est-ce qu'on retrouve des mécanismes comme ça ou par la condensation de charge de la cuve, on va pas justement stabiliser certaines phases aussi? Je sais. Certaines phases cristallines, certaines phases. En tout cas, bon, ça n'a rien à voir. Donc, pour la zircone, ça permet de stabiliser la phase quadratique parce que justement, il y a la création de la cuve. Donc, on change la coordinate. Non, je pense que là, le fait qu'il soit 3+ yttrium, ça amène surtout. Quand on a des lacunes d'oxygène, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de la conduction. Ça, c'est super gênant parce que dès qu'on applique une tension, ça va fuir. Là, ce qui se passe, c'est que pour une lacune d'oxygène, on va avoir un yttrium 3+, donc ils vont forcément se mettre ensemble, ça va créer des alignements de dipôles, c'est sûr. Oui, mais après, par contre, ça ne fuit pas. Ouais, mais en fonction du temps. Est-ce qu'après un moment, il ne dégage pas au joint de grain ou est-ce qu'il y a C'est pour ça qu'on reste sur des petits taux. Je pense qu'on n'a pas encore. Non, voilà, c'est juste si vous aviez regardé l'aspect. Sur les cibles, Eucerium, ça se passait bien. Mais yttrium, ils ont un peu crisé quand on fait des cibles. Et puis on va rater. C'est pas les mêmes. Oui. C'est rien il peut être 3+, il peut être 4+, Eucerium, mais ça complique un peu les choses parce qu'on ne sait pas trop sur quel site il se met. Ouais. Et d'un point de vue de la reproductivité des échantillons, vraiment avec les paramètres, les boutons qu'on a sur la machine, on a fait des fois des couches Eucerium, elles n'avaient pas la même tête, et ils n'étaient pas sur le même site. Et surtout, l'Eucerium 3+, il se met sur le site du titane, les deux se mettent sur le site du titane, il peut aller sur le site du barium aussi. Et dans un cas, la Tmax échange et pas dans l'autre. C'est ça qui est en fait troublant, c'est qu'avec Eucerium et l'yttrium, les TC ne bouge pas, donc on sent bien qu'il y a quelque chose. Et parce qu'après, vous regardez le paramètre de maille, ça c'est super intéressant, parce que vous regardez aussi la contrainte. Tous les effets de. Alors,
Ouais, j'ai redirigé vers mon collègue qui fait les diffractions des rayons X, c'est Hugo, qui est en pause, qui a encore un peu de temps. Et là, il a contraint, je ne sais pas s'il peut l'avoir parce qu'on est quand même sur des couches minces, donc il y a la contrainte du substrat. Ouais, c'est pas si simple que ça à voir. De découvrir. Et là, le but en ce moment, c'est aussi de faire dans le cadre du PADM, c'est justement des techniques de diffraction pour avoir les contraintes et tout. Enfin, c'est pas si simple que ça. Non. Il y a un petit boulot et là, déjà recalé tous les spectres. Parce que s'il suffit que l'échantillon soit un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ça recule les spectres inégales. Voilà. Désolé, je vous propose de garder vos questions pour la pause et puis on va. Désolé, Alors, je suis super mal. On va enchaîner sur le prochain speaker.